De l'obscurité naît la lumière, mais des ténèbres, seul en émerge le mal. Impossible à percevoir, il est là, parmi nous, et semble amical. Cependant, détrompez-vous, il ne nourrit qu'une haine abyssale, dont l'appétit animal le rend parfois bestial. Il n'est pourtant pas insensible, à certains instants, il est même vulnérable. Mais loin d'être vénérable, il cause souvent la perte de nos proches, créant une tristesse insoutenable. Alors, soyez sur vos gardes, car aujourd'hui, c'est avec le mal que nous prenons place à sa table. Nous sommes à l'été 1982, le 15 juillet, dans l'État de Washington aux États-Unis. Deux garçons se promènent à vélo lorsqu'ils atteignent le pont de Meeker Street qui surplombe la Green River au sud de la ville de Seattle. Essoufflés, suite à l'effort qu'ils viennent de réaliser, ils font une halte sur le pont et observent l'eau glisser sous celui-ci quand leur regard est attiré par quelque chose d'inhabituel sur la rive. Curieux, les deux garçons décident d'inspecter la zone. Ils descendent prudemment en direction de l'étrange objet. Plus ils s'approchent, plus ce qu'ils ont en face d'eux les perturbe, puisqu'ils comprennent qu'ils n'ont pas affaire à un objet, mais à une personne dont ils distinguent à présent nettement les cheveux. Horrifiés, les voici qu'ils font face à un cadavre, celui d'une jeune femme dénudée dont un jean a été enroulé autour de son cou. Les deux garçons se précipitent pour annoncer la macabre trouvaille et les premiers inspecteurs de police de la ville de Kent ne tardent pas à se rendre sur les lieux. Ils découvrent que la victime se nomme Wendy Lee Caulfield, dont la cause de la mort, sans surprise, est l'asphyxie avec le jean qui se trouvait autour de son cou. La jeune femme a lutté pour sa vie, l'un de ses bras est fracturé, de nombreuses lésions sur son corps sont révélées. Il s'agit sans aucun doute possible d'un crime violent. Un tel meurtre inquiète les enquêteurs, dans la mesure où Wendy n'était âgée que de 16 ans, bien que sa vie ne fût pas des plus paisibles. L'adolescente vivait dans la rue, elle mouillait dans le sombre monde de la drogue et de la prostitution, l'exposant aux dangers récurrents qui gravitent autour de ceux-ci. Malgré des conditions de vie difficiles, elle ne méritait pas la mort violente qui l'a frappée, et son décès a d'ailleurs choqué un grand nombre d'habitants de la ville de Kent, une banlieue calme au sud de la grande ville de Seattle qui n'est pas habituée à de tels faits divers. À présent, la communauté est extrêmement inquiète, pour deux raisons. D'abord, il y a un tueur dans les parages. Ensuite, il ne semble n'y avoir aucune piste, ce qui augmente l'anxiété au sein de la population. Au même moment, à Renton, une commune située à une quinzaine de kilomètres de l'abjecte découverte, un jeune garçon profite des vacances d'été. Il s'agit de Matthew Ridgway. C'est un enfant heureux, bien que sa mère Marsha et son père Gary soient à présent divorcés. Marsha est célibataire, elle élève seule Matthew dont elle a la garde. Une tâche qui n'est pas évidente, dans la mesure où sa rémunération d'assistante au sein du cabinet dentaire pour lequel elle travaille couvre difficilement toutes ses dépenses. Financièrement, Marsha est affectée par son divorce avec Gary, mais pour rien au monde, elle ne retournera avec son ex-époux, dont elle est séparée depuis 1 an désormais. Durant les premières années de leur union, Marsha et Gary partagent de très beaux moments avec leur fils. Au fil du temps, cependant, la relation du couple se dégrade, notamment parce que les exigences sexuelles de Gary évoluent. L'homme apprécie dominer sa femme, si bien que leurs rapports intimes dérivent vers ce genre de pratique. Marsha n'est pas nécessairement adepte d'une telle sexualité. Pourtant, elle n'y est pas totalement fermée si cela permet l'épanouissement de son mari. Seulement, Gary se montre de plus en plus dominateur. Lors d'une relation sexuelle, il étrangle violemment Marsha qui ne le supporte pas. À cet instant, et pour la première fois, elle éprouve de la peur à l'égard de son mari, refusant dès lors tout rapport sexuel incluant sa soumission. Une décision qui déplaît à Gary,
dont les fantasmes de domination sont ce qui lui apporte du plaisir. L'amour au sein du couple ne perd en intensité pas uniquement à cause de cet aspect sexuel, mais également parce que Marsha devient celle qui gère tout dans la maison. Pour Gary, c'est à elle que revient les tâches ménagères, la cuisine et s'occuper de Matthew. La femme n'a littéralement aucun répit chez elle. Par ailleurs, l'appétit sexuel de son mari augmente. Il souhaite faire l'amour 2 à 3 fois par jour, une fréquence qui ne correspond pas à Marsha. Et le couple commence à battre de l'aile. Cependant, ce n'est pas ce que Gary partage auprès de ses collègues de travail de l'usine de camions Kenworth, où l'homme est chargé de la peinture des carrosseries. Il dit, à qui veut l'entendre, que sa femme est la cause de la rupture, qu'une fois divorcée, elle l'escroque sur les différentes pensions qu'il doit verser. En revanche, Matthew n'a pas conscience de toutes ces querelles entre ses parents. Il remarque bien qu'ils sont séparés, mais Gary est vraiment tendre avec son enfant qu'il chérit du plus profond de son âme. Le père est présent pour son enfant. Il lui rend visite presque tous les soirs. Une fin de semaine sur 2, il la passe avec lui. Et il en est de même au cours des vacances scolaires. Matthew est heureux avec Gary. Leur relation père-fils est au beau fixe et contraste avec le litige qui l'oppose à son ancienne épouse. Matthew passe beaucoup de temps à jouer à l'extérieur, sans être informé que cet été 1982 n'est pas comme les autres, il est particulièrement dangereux. La faute à un prédateur qui a déjà ôté la vie de la pauvre adolescente Wendy Lee Caulfield. Et voici que le 12 août 1982, un employé d'une usine située sur les bords de la Green River prend une pause cigarette en observant le cours d'eau. Il balaye du regard le coin, puis aperçoit ce qui semble être un animal mort bloqué par un tronc d'arbre. Curieux, il s'avance vers la rive, et sa curiosité ne fait qu'augmenter lorsqu'il comprend que ce n'est pas un animal qui se trouve sur le morceau de bois. Finalement, il découvre que ce qui est accroché au tronc d'arbre est un cadavre. Celui d'une jeune femme nommée Debra Lynn Bonner, âgée de 23 ans. La dépouille ne se trouve qu'à 800 mètres du pont de Meeker Street, là où Wendy Caulfield fut découverte également. La localisation est troublante, laissant penser que le meurtrier vient de frapper à nouveau. D'autant plus que seul un mois espace les deux crimes et que le mode opératoire apparaît similaire. Debra est dénudée, la cause de la mort est l'asphyxie et, tout comme Wendy, elle se prostituait. Les correspondances entre ces deux meurtres doivent être analysées afin de conclure s'il y a bel et bien un tueur en série dans les parages ou si, possiblement, un deuxième détraqué a décidé de sévir. Les autorités n'auront pas le temps de se pencher sur cette question. Voici que 2 cadavres supplémentaires remontent à la surface de la Green River le 15 août 1982. 2 femmes à nouveau, placées au bord de la rive et partiellement immergées dans l'eau. Il semble que cette fois-ci il y ait une sorte de mise en scène, l'un des corps étant face contre terre, tandis que l'autre est positionné sur le dos. De lourdes pierres sont placées sur les dépouilles, comme si l'auteur de ce macabre spectacle souhaitait que son œuvre soit maintenue en place. Les pierres ne sont pas uniquement sur les femmes, mais également à l'intérieur, celles-ci ayant été insérées dans leur partie génitale. C'est un véritable cauchemar. Il faut récolter le plus d'indices sur ces lieux qui accueillent la mort. Les alentours sont donc examinés avec minutie à la recherche de la moindre trace qui pourrait apporter ne serait-ce qu'un début de piste. Alors, les agents de police se déplacent lentement autour des 2 cadavres retrouvés. Ils prennent des photos, inscrivent des notes et font une découverte, mais ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. En fait, ils auraient préféré ne pas tomber sur un 3e cadavre. Le corps est plus éloigné que les 2 autres. Il se trouve dans une zone jonchée de buissons ainsi que d'herbes hautes. Il s'agit, sans surprise, d'une femme en partie dénudée. Le soutien-gorge de cette victime se trouve sur la partie haute de sa poitrine. Une marque de strangulation apparaît sur son cou et il est évident, en observant la dépouille, que le meurtre est relativement récent. Ces 3 meurtres sont alarmants. Chaque fois que la police est appelée sur place, s'ensuit une lugubre trouvaille.
Qui plus est, sans être capable réellement de démarrer l'enquête puisque les éléments ne sont pas suffisants et n'offrent aucune piste. La police est impuissante face à la folie meurtrière d'un individu inconnu, assoiffé de sang, qui paraît jouer avec les nerfs des enquêteurs de plus en plus tendus. La pression monte, l'affaire devient énorme, à ce rythme, elle deviendra nationale. La police parvient à identifier les 3 victimes qui sont Cynthia Hines, Marcia Chapman et Opal Mills. Cynthia et Opal sont toutes 2 mineures, âgées respectivement de 17 et 16 ans. Les 2 filles se connaissent bien puisqu'elles sont amies et, a priori, ne sont pas connues pour être des prostituées. En revanche, c'était le cas pour Marcia, une jeune maman de 31 ans à qui il arrivait de louer son corps. Les circonstances de ces 3 meurtres sont comparées avec celles des 2 précédents. Dans tous les cas, les femmes ont été étranglées, que ce soit avec un élément de leur tenue vestimentaire ou bien directement des mains de l'agresseur. Les cadavres se trouvent tous dans un rayon très proche, sont tous dénudés, ce qui conduit les enquêteurs à envisager la piste du tueur en série particulièrement violent et sadique. Évidemment, des actes aussi sordides ne passent pas inaperçus. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans toute la région de Seattle. Les médias reprennent les faits et, avec 5 meurtres en l'espace d'1 mois, ils baptisent le monstre qui sévit comme étant le tueur de la Green River. L'affaire ne devient pas seulement médiatique, la communauté est réellement terrifiée. Si bien que des manifestations éclatent dans la région afin d'exercer une pression maximum sur la police. Les habitants de la banlieue de Seattle veulent que le fou qui agit soit mis derrière les barreaux pour que les femmes de la région puissent avoir la conscience tranquille. Oui, mais voilà, l'enquête ne fait que démarrer, la police n'a rien à se mettre sous la dent, subissant les événements. La famille Ridgway, de son côté, a bien entendu parler de l'immonde actualité. Ils sont en quelque sorte concernés par tout ça puisque le bord de la Green River est un lieu où ils se sont déjà rendus avec leur fils pour pique-niquer et se relaxer. Lorsque Marsha demande à Gary ce qu'il pense de toute cette affaire, l'homme répond avec pragmatisme que la police est chargée de cette enquête et qu'il n'y a rien que la famille ne puisse faire. Il ajoute froidement que de toute manière, il semble que les prostituées soient la cible du fou et qu'ils n'ont rien à craindre. Quoi qu'il en soit, la pression monte du côté de la police, qui échoue dans chacune de ses tentatives pour lancer enfin son enquête. En tout cas, jusqu'à une visite inattendue. Le 17 septembre 1982, plus d'1 mois après la découverte des 5 victimes du tueur de la Green River, un homme se présente au poste de police, où une équipe dédiée à cette affaire a été constituée. Cet individu, c'est Melvin Foster, un chauffeur de taxi âgé de 43 ans, qui affirme être en capacité d'apporter une aide non négligeable aux enquêteurs, notamment du fait de sa profession. Effectivement, non loin de l'aéroport de Seattle, se trouve une zone nommée SeaTac Strip, pour Seattle Airport Strip, un long boulevard en ligne droite. Au gré des années, ce coin de la ville est devenu de plus en plus malfamé. Des bars ainsi que des clubs de striptease ont commencé à se développer, avec, dans leur sillage, l'arrivée de la prostitution. Étant chauffeur de taxi, Melvin Foster parcourt régulièrement le strip et entretient des contacts réguliers avec les filles du coin. Il arrive même que certaines montent dans son véhicule pour une course. C'est pour cette raison qu'il émet l'hypothèse suivante aux policiers. Le tueur en série de la Green River pourrait être un chauffeur de taxi. Il va même plus loin et propose son aide à la police afin de mettre la main sur le détraqué qui sévit dans les parages. Une attitude qui apparaît louable. Simplement, les enquêteurs ne sont pas persuadés que Melvin soit réellement un bon samaritain sorti de nulle part. Ce qui les fait immédiatement douter, c'est le profil de l'homme. Il a été marié 5 fois, il aime la compagnie des femmes bien plus jeunes que lui, il a des antécédents judiciaires, notamment pour vol de voiture, ce qui l'a conduit à réaliser une peine de prison. En fait, le statut de Melvin Foster évolue rapidement auprès des policiers, pour qui il devient un suspect. L'homme est soumis au fameux détecteur de mensonges, le test polygraphique, et pour ne rien arranger à son cas,
Il échoue lamentablement. Depuis le temps, nous savons que les tests polygraphiques ne sont pas totalement fiables, mais c'est un élément qui, dans ce cas, pousse les enquêteurs à creuser de son côté. Et de toute manière, Melvin Foster apparaît être la seule piste actuelle. L'individu est donc conduit en salle d'interrogatoire. La pression monte, les questions des officiers de police sont déstabilisantes. Mais l'homme nie être impliqué dans quoi que ce soit et affirme ne pas connaître les victimes. Son attitude est étrange, la police n'est pas prête à le laisser s'en sortir comme ça. Pour les enquêteurs, la démarche de Melvin Foster n'est pas anodine. Lorsqu'il se présente de lui-même afin d'apporter son aide, c'est en réalité pour se rapprocher de l'enquête. Les soupçons à son égard ne font qu'augmenter, puisqu'il s'avère qu'il a menti lors de son interrogatoire. Il connaît des victimes, et certaines d'entre elles sont montées dans son taxi. Le meurtrier de la Green River se serait-il jeté dans la gueule du loup? C'est ce que les policiers croient. Il aurait voulu jouer avec le feu en narguant les autorités, et aurait fini par se brûler les ailes. Mais sans preuve, il relâche l'homme qui fait l'objet d'une étroite surveillance. Les enquêteurs en sont persuadés, il va frapper à nouveau, c'est dans la nature des tueurs en série. Ils ne s'arrêtent que lorsqu'ils sont derrière les barreaux. Épier ses moindres faits et gestes permet de savoir s'il s'agit de leur homme. Ce dernier, après avoir subi de rudes interrogatoires, a compris qu'il était dans le collimateur. Or, si les meurtres se stoppent, cela signifie certainement qu'il est la personne recherchée. S'il n'arrive pas à maintenir ses pulsions en lui et qu'il tue à nouveau, la police sera présente pour l'intercepter, le mettant hors d'état de nuire par la même occasion. Malgré la surveillance dont il fait l'objet, la police visite tout de même la maison de Melvin Foster, dans le cas où des preuves y seraient dissimulées et avant qu'il ne s'en débarrasse si tel était le cas. La fouille ne donne rien. Cependant, cela ne fait pas moins douter les enquêteurs qui maintiennent le contrôle du suspect. Mais le 25 septembre 1982, à une dizaine de kilomètres de la Green River, un homme signale la découverte du cadavre d'une femme dénudée dans un état de décomposition avancé. Est-ce un coup du tueur en série? La police pense qu'il aurait trouvé un autre endroit où déposer ses victimes. Cette zone reste proche de l'aéroport, tout en étant isolée avec de nombreux arbres et buissons permettant de se cacher facilement. La dépouille est celle d'une adolescente de 17 ans nommée Giselle Lovorn, disparue depuis plus de 2 mois. Giselle était une adolescente brillante, très intelligente, mais qui se sentait isolée et a fini par fuguer de la maison familiale en Californie. Au cours de son périple, elle rencontre un homme plus âgé qu'elle, un chauffeur de taxi au passé sulfureux ayant déjà effectué des séjours en prison. Ce dernier manipule Giselle afin qu'elle trouve un moyen de payer sa caution, tandis qu'il est incarcéré pour fraude à la carte de crédit. Sans revenu fixe, fugueuse et mineure, Giselle, pour disposer des fonds nécessaires, se prostitue sur le strip. Une fois James Tyndall libéré, l'adolescente continue de vendre son corps dans la rue. Il semblerait, sans que l'on en soit certain, que le chauffeur de taxi agisse en fait comme un proxénète. Il aurait des relations similaires avec d'autres jeunes femmes, lui permettant de gagner sa vie ainsi. Quoi qu'il en soit, l'adolescente disparaît. C'est bien James Tyndall qui le signale et malheureusement, Giselle est retrouvée ce jour décédée des mains du monstre de la Green River. D'ailleurs, le corps de Giselle est découvert à un nouvel endroit, ce qui inquiète les enquêteurs puisque cela signifie que le tueur s'adapte en changeant le lieu où il dépose ses victimes. Si le meurtrier réussit à s'accommoder au mouvement de la police, c'est parce que l'affaire fait l'objet d'une couverture médiatique sans précédent dans la région. Il n'a qu'à allumer sa télévision ou bien lire la presse s'il souhaite connaître les avancées pour savoir quels endroits sont surveillés par la police. Ceci est une grosse épine dans le pied des autorités, puisqu'à l'automne 1982, désormais, l'on attribue 6 victimes aux tueurs de la Green River, ainsi qu'un grand nombre de disparitions de prostituées du strip. La population s'impatiente, les gens veulent une arrestation.
Les femmes de la région ne sont pas en sécurité malgré les lourds moyens financiers et humains déployés pour mettre fin à cette série de meurtres sordides. Cette angoisse générale est partagée par Marsha Ridgway, puisque le SeaTac Strip, où les victimes disparaissent, est un endroit proche du domicile de son mari, où Matthew, leur fils, se rend régulièrement. Mais Gary aussi a ses habitudes là-bas, puisqu'il va souvent retirer de l'argent au même distributeur sur le boulevard. Marsha n'aime pas l'idée qu'il puisse aller dans une zone aussi dangereuse, bien qu'il soit un homme et a priori pas la cible du détraqué. Après tout, un tueur reste un tueur. Il pourrait évoluer dans ses pratiques et s'attaquer à des hommes, à des enfants. Voilà pourquoi l'anxiété de Marsha ne la quitte pas. D'autant plus que la police ne progresse absolument pas, si bien qu'elle finit par se tourner vers son premier suspect, Melvin Foster. De nouveaux interrogatoires sont réalisés. De nouveau Melvin Foster tient bon en indiquant qu'il n'a rien à voir avec le meurtrier de la Green River. Et de nouveau, l'enquête se retrouve au point mort. Pire, même si le doute fut permis un temps à l'égard de ce curieux personnage, il commence à être difficile de continuer à le suspecter, puisque d'autres femmes continuent de disparaître sur le strip. Or, Melvin Foster n'est pas lâché d'une semelle par les policiers qui tentent toujours de le prendre sur le fait. Mais force est de constater qu'il n'est pas le monstre que les enquêteurs recherchent. En tout cas, jusqu'à maintenant. C'est ainsi qu'au printemps 1983, 21 femmes sont à présent portées disparues sans aucune trace derrière elles, sauf dans un cas. Mary Malvar est une jeune femme âgée de 18 ans en 1983. Elle entretient une relation avec un homme qui est également son proxénète. Le soir du 30 avril 1983, Mary s'approche d'un véhicule dont le conducteur semble solliciter ses services. Elle s'avance et se penche à la fenêtre de ce qui apparaît être un pick-up de couleur foncée, peut-être brun ou rouge dans ces tons-là. Le petit ami de Mary est quelques mètres en retrait. Il observe la discussion avec le client et son attention se fixe puisque, manifestement, une rude négociation est entamée. Finalement, d'un mouvement de tête, Mary finit par acquiescer et entre dans la voiture. Seulement, le petit ami n'est pas nécessairement confiant vis-à-vis de sa sécurité. Il décide alors de filer le train de ce client un peu inhabituel. Cependant, il ne parvient pas à maintenir la filature, le pick-up réussissant à le semer lors de son trajet, et il est à présent impossible de le retrouver malgré quelques tours de ronde. Le lendemain matin, Mary n'est toujours pas revenue. Son petit ami, avec l'aide de son père, part désespérément à la recherche du véhicule dans lequel la jeune femme est montée la veille. Tous deux circulent dans les environs, scrutant rigoureusement la moindre voiture qui pourrait partager des similitudes avec celle observée la veille. La tâche est équivalente à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin, et pourtant, voici que les deux hommes se tiennent face à une propriété, où un pick-up, ressemblant comme deux gouttes d'eau à celui aperçu, est garé. Aussitôt, la police est contactée, afin que des agents soient envoyés sur place pour vérifier que Mary soit saine et sauve si elle se trouve à cet endroit avec l'homme de la veille. L'adresse où le véhicule a été découvert est celle d'un homme âgé de 34 ans, père de famille divorcé, travaillant comme peintre dans une usine de camions. Il s'agit du domicile de Gary Ridgway. Matthew, son fils, n'est pas présent lorsqu'une patrouille de police toque à la porte du petit pavillon. L'agent chargé de réaliser la vérification connaît bien Gary, puisque tous deux avaient partagé les rangs de l'école des années auparavant. Il questionne donc Gary à propos de la jeune femme disparue, Mary Malvar. Il demande en premier lieu s'il a une idée de qui elle est et où pourrait-elle se trouver. L'homme répond qu'il n'en a aucune idée. L'agent lui demande s'il y a quelqu'un d'autre à la maison avec lui. Et une nouvelle fois, Gary répond par la négative. Alors, puisque tout semble être en ordre, la patrouille fait demi-tour pour rentrer au poste de police. L'action des policiers apparaît laxiste, mais Gary Ridgway est un père de famille tout ce qu'il y a de plus normal. Et il faut être honnête, la triste vérité est que Mary, étant une prostituée recherchée par son petit ami proxénète,
La police ne met pas les bouchées doubles pour elle. Gary Ridgway, quant à lui, retourne à son quotidien en s'occupant de son fils, pour qui il prépare son 11e anniversaire. La police, en revanche, passe des moments moins amusants, puisqu'à la fin du mois de novembre 1983, le nombre de victimes passe à 13. 25 disparitions inquiétantes sont relevées, et les corps apparaissent au sein de 2 nouveaux lieux. Le tueur de la Green River s'active, il est particulièrement prolifique et cause d'horribles dégâts. Les enquêteurs tentent donc de faire le lien entre les dépouilles des femmes et les endroits où elles sont déposées par l'assassin, mais il ne semble pas qu'un schéma logique puisse être décelé. Ces affaires sont tout de même reliées par un point en particulier, la cause de la mort qui est l'asphyxie par strangulation. Alors que les enquêteurs commencent à relier les points entre eux, voici qu'arrive le 8 mai 1983. Une femme décédée est découverte. Les policiers s'attendent à ce que le nombre de victimes du tueur grimpe d'une unité supplémentaire. Mais lorsqu'ils arrivent sur place, comme souvent au cours de l'enquête, le doute refait surface. Le cadavre qu'ils ont sous les yeux est celui de Carol Ann Christensen, âgée de 21 ans. La première surprise pour les enquêteurs est la localisation du corps, qui se situe dans une zone boisée au sud-est de Seattle, une zone bien plus éloignée des endroits habituels à proximité de l'aéroport où le meurtrier dépose ses victimes. L'étonnement continue avec le cadavre lui-même, puisque la femme n'est pas dénudée. Elle est habillée, mais ses vêtements sont placés à l'envers. Par ailleurs, elle tient dans l'une de ses mains une bouteille de vin vide et, enfin, le plus curieux dans tout ça, il y a des poissons morts posés sur son corps. Tout ceci ressemble à une sorte de mise en scène, un rituel, mais quoi qu'il en soit, rien de familier avec les agissements du tueur de la Green River. Y aurait-il un autre psychopathe qui aurait décidé d'entrer dans le jeu, ou bien s'agit-il de la même personne? La police n'en a aucune idée. En se renseignant sur la jeune femme, il s'avère que ce n'est pas une prostituée, mais une mère célibataire avec un enfant en bas âge qui venait d'être embauchée en tant que serveuse dans un restaurant. N'étant pas persuadé qu'il faille attribuer ce meurtre au mystérieux tueur de la Green River, les autorités enquêtent sur l'entourage de Carol, et notamment son ex-mari. Et ce dernier dispose d'un alibi. Il est donc rapidement mis hors de cause. Le cas de Carol divise les inspecteurs de l'affaire. Certains pensent qu'elle a été victime du tueur de la Green River, notamment parce que, comme toutes les autres victimes, elle a été étranglée. Et le psychopathe a déjà créé une mise en scène avec les pierres retrouvées dans les appareils génitaux des premières dépouilles. D'autres pensent qu'il ne s'agit pas de l'œuvre du meurtrier qui leur échappe depuis si longtemps, pour les différences déjà évoquées avec le modus operandi de la dizaine de victimes déjà recensées. Au bout du compte, Carol sera considérée comme le 14e meurtre du tueur de la Green River, et plus que ça, elle est peut-être celle qui permettra son arrestation. Une infime quantité de sperme a été prélevée sur ses vêtements. Bien sûr, de nos jours, ce serait un élément crucial dans la résolution d'une enquête. Mais au début des années 80, la technologie scientifique relative à l'analyse ADN n'est pas encore suffisamment développée pour être efficace. Les échantillons sont donc précieusement conservés dans le cas où ils devraient servir plus tard. Les semaines qui suivent sont terribles. Dans la même zone boisée où Carol a été découverte, 4 autres corps de femmes apparaissent. L'une d'entre elles se nomme Mary Bridget Meehan et elle est âgée d'à peine 18 ans, mais surtout était enceinte de 8 mois. Marie venait d'une famille sans problème, sa scolarité s'est toujours bien déroulée, en tout cas jusqu'au lycée, où les premiers problèmes font surface avec la période de l'adolescence. Bien qu'elle fût une fille de nature calme, elle commençait à fuguer régulièrement jusqu'au jour où sa disparition fut définitive. Elle rencontra un homme avec qui elle s'installa, puis, de fil en aiguille, dériva vers la prostitution. Avant la découverte de son corps, sa famille n'avait plus eu de nouvelles de Marie depuis 14 mois. Et malheureusement, ils ne la reverront plus jamais en vie. Ceci est d'ailleurs le lot de nombreuses familles au cours des semaines qui suivent, puisque les découvertes macabres dans des zones boisées, tout autour du site Strip, s'enchaînent.
Il faut agir, seulement le seul suspect, si tant est qu'il en est encore un, reste Melvin Foster. Le contrôle de Gary Ridgway étant si anodin qu'il n'a même pas fait l'objet d'un enregistrement et le groupe de travail sur le meurtrier de la Green River n'a jamais été informé de la visite rendue à l'homme. Malgré la réticence des policiers à l'égard de Melvin Foster, celui-ci décide de mettre en vente son véhicule, un acte suspect. Pour autant, c'est une aubaine qui se présente puisqu'il est possible d'acheter sous couverture cette voiture et d'obtenir potentiellement l'indice qui fera enfin basculer toute cette enquête. Des agents en civil achètent donc le bien de Melvin Foster pour 1200 $, puis l'envoient immédiatement en laboratoire pour des analyses poussées. En examinant l'habitacle, il est évident que Melvin Foster est un homme dérangé. Il y est retrouvé des vêtements ainsi que des sous-vêtements féminins et des photos nues de jeunes prostituées. Mais en dépit de ceci, rien de probant ne peut être utilisé contre l'homme. Alors que l'enquête piétine, à partir de 1985, se produit l'inexplicable. Les meurtres cessent et plus aucun corps de femme n'est retrouvé. Méfiant face à cette accalmie, aussi surprenante que soudaine, la police continue de fouiller régulièrement les différentes zones où des cadavres ont fait surface. Mais il n'y a rien à signaler. Alors que se passe-t-il ? Plusieurs hypothèses sont imaginées par les policiers d'après leur expérience. Il se peut que le meurtrier soit décédé sans qu'il n'eût été possible de l'identifier et qu'il emporte 6 pieds sous terre avec lui le secret de son identité. Une autre option serait qu'un grand bouleversement dans sa vie soit intervenu, l'ayant peut-être conduit à changer d'endroit, et pourquoi pas commettre des crimes au sein d'une autre zone géographique aux États-Unis ou ailleurs. Nécessairement, un événement s'est produit dans la vie du tueur en série de la Green River. Ce genre d'individu ne cesse pas de tuer brusquement. Ils commettent des meurtres jusqu'à ce qu'ils soient interceptés par les autorités. À plus forte raison que ce tueur précisément est désormais l'un des meurtriers les plus prolifiques des États-Unis avec, lorsque la série de victimes s'interrompt, une 40aine de vies enlevées. D'ailleurs, ce nombre affecte particulièrement toutes les personnes en charge de l'affaire. Elles sont démoralisées de ne pas être en capacité d'intervenir pour stopper ce macabre enchaînement de meurtres. Les corps s'amoncellent tandis que les pistes s'épuisent. En parallèle, la vie continue d'être rayonnante pour le petit Matthew Ridgway qui profite de ses parents même s'ils sont divorcés. Mais du côté de son père, un foyer est en train d'être reconstitué. Effectivement, Gary a rencontré une femme nommée Judith Mawson, âgée de 41 ans, alors qu'il se trouvait dans un bar. Après quelques échanges seulement, elle perçoit Gary comme étant possiblement l'homme de sa vie. Elle le trouve attirant, il est poli, agréable et a une bonne situation professionnelle. Le fait qu'il soit un père divorcé avec la charge régulière d'un enfant ne la rebute pas non plus. Au fil des semaines, puis des mois, l'amour s'installe et le couple se sent véritablement bien. À tel point que Matthew est présenté à Judith qui commence à s'en occuper avec Gary, tous trois allant faire des balades à vélo, du camping et profitant de vacances également. Pendant ce temps, l'équipe constituée dans le but de remonter jusqu'au tueur de la Green River apprend qu'une visite a été rendue à Gary Ridgway dans le cadre d'un signalement de la disparition de Mary Malvar, la jeune prostituée qui était montée dans un pick-up de couleur foncée. Les enquêteurs se renseignent donc sur l'homme qui les intéresse. Ils tombent alors sur son casier judiciaire qui n'est pas vide. Il y a une ligne mentionnant une arrestation pour sollicitation de faveurs sexuelles auprès de prostituées en 1982. Ce n'est pas un crime majeur, mais cela est suffisant pour le convoquer et le questionner. Gary Ridgway est donc appelé au poste de police. L'homme agit naturellement, se montrant coopératif. Les enquêteurs de l'affaire lui posent des questions à propos de ses habitudes avec les prostituées. Sans rien cacher, il répond ouvertement qu'il a bien des relations sexuelles avec des personnes proposant ce genre de prestations. Il affirme également ne rien avoir avec le meurtrier de la Green River. Pour s'en assurer, les policiers le font passer au détecteur de mensonges. Il n'y a aucun doute quant au résultat.
il a répondu avec sincérité à toutes les questions posées. Sa situation, ainsi que son profil, de toute manière, n'apparaît pas correspondre avec le psychopathe qu'il recherche. C'est donc, naturellement, que Gary est relâché. Bien que la police ne s'attendait pas réellement à ce que l'interrogatoire de Gary Ridgway relance l'enquête, le moral est à zéro chez les troupes, mais un allié surprenant va faire son apparition. Ted Bundy. Theodore Robert Bundy est un criminel américain incarcéré en Floride et condamné à la peine de mort. Il partage plusieurs similitudes avec le tueur de la Green River, notamment le macabre fait d'avoir ôté la vie à une trentaine de femmes. Ted Bundy contacte l'équipe en charge de démasquer le tueur qui sévit dans la région de Seattle et propose son aide, indiquant « J'ai suivi cette affaire et je crois que je peux être utile. Ne me demandez pas pourquoi, je pense que je pourrais être utile. Sachez simplement que je pourrais vous aider, vous et vos enquêteurs, à entrer dans l'esprit d'un tueur en série. » Les détectives s'envolent donc pour la Floride afin de rencontrer Ted Bundy dans le couloir de la mort. Ils échangent des heures durant avec le psychopathe qui délivre des informations qui pourraient être importantes pour la suite. Notamment que la police devrait surveiller de plus près les zones où les corps ont été découverts, puisque les tueurs de cette nature reviennent même très longtemps après leurs actes sur les lieux du crime pour revivre le meurtre et fantasmer dessus. Voir si la dépouille est toujours présente, se lancer dans des relations sexuelles post-mortem, l'une des sordides pratiques de Ted Bundy par ailleurs. Les échanges entre les policiers et le tueur dureront de longs moments. Des caractéristiques intéressantes seront apportées par Ted Bundy, mais au final, rien de vraiment clé pouvant permettre l'identification du tueur de la Green River. En tout cas, rien que les profilers du FBI n'avaient déjà évoqué dans le cadre de cette affaire. Il s'avère en réalité que Ted Bundy éprouve un sentiment de jalousie à l'égard de celui qui a dépassé son nombre de victimes et profitant toujours de sa liberté. Il est important de mentionner que dans cette enquête, l'impact de l'intervention de Ted Bundy fut mineur, bien que certains articles ne fassent croire le contraire, recherchant toujours plus de sensationnalisme. La vraie surprise arrive le 14 juin 1986, lorsqu'un nouveau cadavre est découvert. Il s'agit de Kimberly Nelson, une prostituée connue de la zone du Sea-Tac Strip, ayant disparu 3 ans auparavant et âgée à cette époque de 26 ans. Sa dépouille est localisée dans une zone particulièrement éloignée de l'aéroport, à plus de 50 km à l'est de celui-ci. Kimberly était originaire du Michigan. Malheureusement, des événements dans sa vie l'ont conduit à abandonner le lycée, puis à consommer de puissantes substances prohibées. C'est ainsi qu'elle finit par déménager du côté de Seattle, où elle rencontre un homme qui deviendra son petit ami, mais également son proxénète. Dans la rue, cependant, elle se fait une bonne amie, également prostituée, nommée Paige Miley. Les deux femmes changeaient régulièrement d'endroit pour capter la clientèle avec le plus d'argent. Un jour, alors que toutes deux travaillaient, Kimberly disparaît, sans que Paige ne sache ce qui lui est arrivé, elle-même étant occupée avec un client. 2 ou 3 jours plus tard, Paige est abordée par un homme, et ce dernier mentionne le nom de Kimberly. Aussitôt, Paige comprend que cet homme est mêlé à la disparition de son ami. Elle refuse de monter avec lui et se rend immédiatement au commissariat pour le dénoncer. 3 ans plus tard, les enquêteurs la recontactent et l'écoutent avec attention. Elle décrit un homme blanc d'une trentaine d'années conduisant un pick-up de couleur rouge. Il est demandé à la femme de détailler autant que possible le visage de cette personne afin d'en établir le portrait robot, ce qu'elle fait. Voici qu'après plusieurs années de chasse, l'enquête du tueur de la Green River fait un bond de géant, parce que ce portrait robot est le premier domino à tomber. Une fois établi, le portrait robot de l'homme mystérieux est diffusé auprès de la population. Rapidement, une femme se présente aux enquêteurs. Il s'agit de Rebecca Gard, âgée de 20 ans, et elle souhaite porter plainte. Elle ne connaît pas l'identité de son agresseur, mais elle reconnaît son visage sur le croquis que la police a réalisé. Elle détaille aux policiers le calvaire qu'elle a vécu. L'homme l'a conduit dans une zone boisée isolée, il l'a projeté au sol, puis s'est mis à l'étrangler en écrasant son visage.
Rebecca ne parvient plus à respirer, ni à émettre le moindre son. Elle subit simplement une attaque extrêmement violente d'une personne qui décharge toute sa colère sur elle. Et puis d'un coup, sans aucune raison, l'individu relâche l'étreinte. Il n'en faut pas plus à la jeune femme pour prendre ses jambes à son cou et réaliser la course de sa vie pour fuir ce malade. Rebecca dévoile 2 éléments troublants aux enquêteurs. L'homme conduisait un pick-up de couleur rouge ou marron. Mais surtout, il ressemble au dessin que la police a diffusé. Enfin une piste sérieuse, un témoin direct ayant survécu à une attaque du tueur de la Green River lui-même. C'est une opportunité en or, alors il est présenté à Rebecca des planches comportant les portraits des criminels et délinquants de la région photographiés par la police. Avec un peu de chance, l'agresseur est fiché et la femme pourra le reconnaître. Elle examine les photos proposées, puis son regard se fige. Elle pointe du doigt un individu, Gary Ridgway. Incroyable, celui-là même qu'ils ont eu dans leurs propres locaux, le père de 37 ans, divorcé, qu'ils n'ont à aucun moment réellement suspecté. La même opération est répétée avec Paige Miley, l'amie de Kimberly Nelson. Elle est la 2e personne à désigner Gary Ridgway d'après les photos de la police. Voici donc 2 témoins oculaires directs qui ne se connaissent pas et qui accusent Gary. L'homme devient, en lieu et place de Melvin Foster, le suspect numéro 1 de la police. C'est à son tour de faire l'objet d'une étroite surveillance. Gary est suivi, observé, allant dans des clubs de striptease, parlant à des femmes, mais à aucun moment, son comportement n'a pu être assimilé à celui d'un tueur en série. Et si la police faisait fausse route? Après tout, il n'a pas le profil. Après des jours de surveillance, il n'a pas agi de façon suspecte. Mais d'un autre côté, il y a 2 témoins directs. Pour en avoir le cœur net, le 7 avril 1987, la police perquisitionne le domicile de Gary Ridgway, inspecte son véhicule, puis se rend sur son lieu de travail pour y fouiller son casier personnel, où ses vêtements sont saisis comme pièce à conviction. Tout est passé au crible afin d'établir un lien entre leur nouveau suspect et les meurtres de la Green River. Matthew, le fils de Gary, ne comprend pas les événements qui se déroulent et les enjeux liés à ces derniers. Marsha, sa mère, lui indique de ne pas faire de commentaires sur toute cette histoire. Comprenant la gravité de ce qui était en train de se jouer, elle ne souhaite pas que Matthew soit directement impliqué. Une autre personne très affectée par toutes ces accusations, c'est Judith Mawson, l'actuelle petite amie de Gary. Elle s'effondre littéralement lorsqu'elle apprend dans quelle affaire son compagnon est mouillé. Mais Gary, calmement, lui indique que la police fait son travail et qu'il n'était pas le seul suspect dans cette horrible affaire, que c'est une erreur et que tout allait bien se passer. Et il n'a pas tort, la police, malgré les perquisitions, ne découvre rien, que ce soit à son domicile, dans sa voiture ou sur son lieu de travail, ce qui est tout de même hautement improbable s'il avait quelque chose à voir dans tous ces meurtres sordides. Définitivement, Gary est un père de famille qui s'apprête à se marier avec sa petite amie à qui il apporte énormément d'affection. Un an plus tard, le 12 juin 1988, la célébration de mariage a lieu. Judith est aux anges. Matthew passe énormément de temps avec son père et sa nouvelle épouse. Il est épanoui. L'incident avec la police semble tout à fait oublié à présent. La police, qui d'ailleurs verra le groupe dédié à la recherche du terrible tueur de la Green River dissous en 1989 après 6 ans d'enquête infructueuse et frustrante, laissant toutes les chances de tuer à un meurtrier ayant déjà causé 40 victimes. Cependant, le compte se fige durant une décennie. Plus aucun nouveau cadavre n'apparaît. Le monstre de la Green River semble s'être évaporé. Mais ne pas savoir, ne serait-ce par respect pour les familles des victimes, est insoutenable pour Dave Reichert, le nouveau shérif du comté de King en 1997, qui travaillait déjà sur l'affaire au sein du groupe de recherche avant sa dissolution. Grâce à ses nouvelles prérogatives, il décide de relancer l'enquête. Surtout, il apprend qu'en une quinzaine d'années, la technologie liée à l'étude de l'ADN a évolué. Cette arme secrète, restée inutilisable depuis si longtemps, peut-elle enfin résoudre le mystère du tueur de la Green River,
C'est ce que Dave Reichert espère. Tous les échantillons ADN prélevés sur 3 victimes sont envoyés en laboratoire pour analyse, avec également des échantillons appartenant à de potentiels suspects auprès de qui de la salive ainsi que des cheveux avaient été récupérés. Des examens qui pourraient marquer un tournant majeur dans la résolution de cette interminable enquête. Dans le cas où les échantillons ADN récupérés sur les victimes venaient à correspondre avec celui de l'un des suspects, il y aurait là une preuve suffisamment pertinente pour mettre fin à presque 2 décennies de calvaire. Le laboratoire prend le temps de réaliser les analyses le plus soigneusement possible. L'enjeu est trop important. 4 années de longs processus s'écoulent. Nous sommes en 2001 lorsque les analyses aboutissent à leur fin et il est temps de dévoiler les résultats. Dave Reichert se voit remettre une enveloppe au sein de laquelle se trouve ou non le nom du tueur de la Green River. Il ouvre cette enveloppe, en observe le contenu et c'est le choc. Le résultat des examens ADN dévoile l'identité du tueur. Il s'agit de Gary Ridgway, dont le portrait, suite à son arrestation en 1982 pour avoir sollicité une prostituée, se trouve sur la fiche des résultats. Gary Ridgway, le père de famille aimant, mari modèle depuis son second mariage, est donc le monstre recherché depuis presque 20 ans. Celui-là même qui s'est présenté au sein des locaux de la police et qui a donc nargué les policiers sous leur nez. Le 30 novembre 2001, la police débarque à l'usine de camions Kenworth où ils mettent en état d'arrestation Gary Ridgway. Au moment de l'interpellation, comme pour les fois suivantes, il acquiesce aux forces de l'ordre et les suit sans faire d'histoire. Matthew Ridgway est convoqué par la police afin de s'assurer qu'il ne dispose pas d'informations permettant de solidifier le dossier de l'accusation. À cette époque, Matthew est un soldat américain de 26 ans, basé en Californie, et comme les inspecteurs s'en doutaient, il n'a jamais eu connaissance des activités terribles de son père. Bien sûr, Matthew est déchiré par ce qui lui est annoncé, contrastant avec la relation qu'il entretenait avec son père, prenant toujours soin de lui et lui ayant offert une belle enfance. Pour Judith, la femme de Gary depuis 13 ans désormais, c'est tout un monde qui s'effondre. Comment un homme aussi idéal que lui a-t-il pu conserver un secret aussi monstrueux? Elle s'en veut terriblement et se demande comment elle a pu se tromper à ce point. Quoi qu'il en soit, Gary est loin d'être condamné. Il faut démontrer sa culpabilité, ou non, au cours d'un procès organisé à cet effet. Le 18 décembre 2001, l'accusé entre dans la salle d'audience. Il doit indiquer au juge ce qu'il souhaite plaider, coupable ou non coupable. Contre toute attente, le prévenu plaide non coupable. En y repensant, ce n'est pas si surprenant. Oui, l'ADN de Gary a été retrouvé sur 3 victimes du tueur de la Green River. Mais l'homme ne s'est jamais caché d'avoir eu des rapports sexuels avec les prostituées du strip. Il a même déjà fait l'objet d'une arrestation pour ce motif en 1982. Alors que son ADN se trouve sur ces femmes, ne prouve en rien qu'il est le monstre que la police recherche. Cette argumentation est pertinente, si bien qu'il est vrai que seuls les tests ADN ne permettront en aucun cas d'envoyer Gary Ridgway derrière les barreaux. Simplement, la police détient en sa possession la clé de toute cette affaire. Gary est peintre pour la société Kenworth. Lorsque les agents de police ont saisi ses biens, dont sa combinaison de travail au sein de son casier, tout a été envoyé en laboratoire pour être examiné. De petites traces de peinture ont été retrouvées sur certains cadavres. Une comparaison entre ces traces et celles qui se trouvent sur la combinaison de Gary démontre qu'elles proviennent du même produit. Il s'agit d'une peinture très spéciale que l'on retrouve uniquement sur la carrosserie des camions. Ceci est l'élément qui fait basculer l'affaire, prouvant que Gary Ridgway est le meurtrier de Wendy Caulfield, Debra Bonner et Debra Estes. Voici un coup dur pour la défense, qui ne s'en relèvera pas. Les avocats de l'accusé sollicitent une négociation afin d'aboutir à un accord. Une chose qui, dans un premier temps, paraît inenvisageable. Seulement, la police n'est capable de relier de façon certaine Gary Ridgway à 7 victimes sur environ 50 meurtres estimés par les autorités.
Autrement dit, la seule manière d'obtenir la vérité complète sur toute l'affaire et permettre ainsi à des dizaines de familles de victimes d'être enfin en paix et d'obtenir des aveux. Et pour que Gary se mette à table, il lui faut une contrepartie. Un accord est donc conclu. En cas d'aveu complet de sa part, malgré l'horreur qu'il a répandue au cours des 2 dernières décennies, il ne sera pas condamné à la peine capitale aux États-Unis, la peine de mort. Parce que oui, étonnamment, l'une des pires craintes qu'éprouve Gary Ridgway, c'est de mourir, une sorte d'ironie lorsque l'on connaît les actes qu'il a commis. C'est au cours du mois de juin 2003 qu'il conduit les enquêteurs au dernier corps de femme qu'il a assassiné. Parmi ses dépouilles, il y a celle de Mary Malvar, la première victime qui a conduit la police chez le meurtrier. D'ailleurs, il est possible que lorsque l'agent de police a toqué chez Gary, celui-ci retenait encore sa victime. Et comme vous le savez, l'intérieur de son domicile n'a pas été contrôlé à ce moment. Le 5 novembre 2003, il est temps de mettre un point final à toute cette enquête. Gary Ridgway à la barre plaide 48 fois coupable pour des chefs d'accusation de meurtre aggravé au premier degré. Un mois plus tard, il est condamné à 48 peines d'emprisonnement à vie sans possibilité de liberté conditionnelle. Il est hors de question que le monstre de la Green River ne soit à nouveau relâché dans la nature un jour. Une chose intéressante cependant, durant presque 5 mois, les enquêteurs continuent de discuter avec Gary qui, même s'il est un tueur de sang-froid, reste ouvert, permettant ainsi de comprendre ce qui se trame dans son esprit. Ils vont découvrir que Gary est un homme compliqué. Gary Ridgway est né le 18 février 1949 à Salt Lake City, dans l'Utah. Il est le fils de Mary et Thomas Ridgway. Une première chose à relever est que Mary, la mère, est particulièrement oppressante à la maison, que ce soit à l'égard de son mari ou bien de ses 3 enfants, dont Gary est le deuxième. L'environnement familial est dur, puisque le père se confronte violemment avec la mère dans des disputes qui peuvent devenir physiques. Mary ne s'en prend pas uniquement à son époux. Gary est lui aussi victime de brimades, d'insultes et d'humiliations de sa part, si bien que l'enfant commence à développer des sentiments contradictoires à l'égard de sa mère. Il souhaite par moments qu'elle meure de ses propres mains, mais développe une attirance sexuelle également pour elle. Ce dernier point s'explique peut-être en partie parce que jusqu'au début de l'adolescence, le garçon mouille son lit. Mary se moque ouvertement de lui lorsque cet incident survient, puis elle le force à prendre un bain où pour le nettoyer, elle lui frotte les parties génitales, créant une sensation de douleur. À la maison, ce n'est pas le bonheur, et ça se ressent sur ses résultats scolaires qui conduisent le jeune homme à redoubler plusieurs fois. En revanche, avec ses amis, il semblerait qu'il n'éprouve aucun problème de sociabilité et qu'il soit tout à fait normal avec eux dans son comportement. Mais à l'âge de 16 ans, quelque chose de sombre grandit en lui. Il souhaite connaître la sensation d'ôter la vie à un être humain. Il a déjà fait l'expérience avec des animaux, mais il lui faut une personne à présent. Cette personne, ce sera un enfant de 6 ans qu'il poignarde dans les côtes après l'avoir attiré dans les bois. L'enfant s'en sort finalement. Il témoigne en disant qu'après le coup de couteau, il a entendu Gary s'éloigner en rigolant et en s'exclamant qu'il a toujours voulu savoir ce que cela faisait de tuer quelqu'un. Ce sont les prémices du monstre, puisque sa haine des prostituées semble apparaître un peu plus tardivement. Même si son père, un chauffeur poids lourd, lui a déjà transmis son dégoût pour ce genre de femme à travers des discussions, sa véritable haine débutera avec son premier amour. Elle s'appelle Claudia, il l'épouse juste après le lycée, mais Gary s'engage rapidement dans la marine et il est envoyé en mission aux Philippines. Lorsqu'il rentre de mission, il découvre que Claudia entretient une relation avec un autre homme, mettant ainsi un terme à leur mariage que Gary vit comme une trahison. Dans l'esprit de l'homme, si cette femme est capable de l'abandonner pour un autre homme, cela signifie qu'elle est une prostituée. C'est ainsi que débute la haine viscérale de Gary à l'égard des prostituées qui deviendront principalement sa cible lors des années meurtrières de la Green River. De façon étonnante, lorsqu'il fait face aux enquêteurs pour détailler ses pensées après son arrestation, Gary est plein de sang-froid. Il n'éprouve aucune émotion alors qu'il décrit la façon dont il a tué un être humain.
Ceci est lié au statut de ses victimes, pour lesquelles il n'a aucune considération. Elles ne sont presque pas humaines pour lui. Le procédé semble toujours être le même. Il approche une prostituée, l'amène dans une zone calme. Dès lors que la femme apparaît détendue, il lui saute dessus pour l'étrangler de façon violente en portant des coups parfois. Sadique, il ment aux victimes pendant qu'il les tue. Il leur dit de se détendre et qu'il va les relâcher. Mais c'est en réalité un stratagème pour qu'elles se débattent moins. Alors qu'il est condamné après avoir reconnu 48 meurtres, lors de confessions tardives, Gary Ridgway estime le nombre de ses victimes à 70. Parmi les femmes tuées par le monstre, il y avait Carol Ann Christensen, qui reste un meurtre étrange pour les policiers. Elle n'était pas une prostituée, mais une mère célibataire. Son cadavre portait des vêtements retournés et des poissons avaient été déposés sur sa dépouille. Gary reconnaît que lui et Carol avaient une relation. Ils s'étaient déjà vus 3 fois, mais lors de leur dernière rencontre, Carol, devant rapidement se rendre à son nouvel emploi au sein du restaurant, aurait dit à Gary « Dépêche-toi, je dois y aller », après avoir eu un rapport sexuel. Ces termes de la jeune femme ont signé son arrêt de mort. Gary, comprenant qu'elle n'avait pas de temps pour lui, pas de moment à lui consacrer, à l'instar d'une prostituée qui doit enchaîner avec un autre client. Les poissons placés sur son corps signifiaient qu'elle était une ordure. Elle lui avait brisé le cœur alors qu'il tenait à elle. Même s'il est vrai que sa haine des prostituées débute avec sa première rupture amoureuse, lorsqu'il était en mission aux Philippines, il a contracté plusieurs MST après des relations avec des travailleuses du sexe. Ceci a augmenté son dégoût pour ces femmes, pourtant, le point culminant faisant basculer définitivement Gary vers le sombre côté du tueur en série est la rupture avec sa seconde femme Marsha et surtout la perte de la garde de son enfant Matthew. À cet instant de sa vie, Gary est en colère, mais il ne peut pas tuer son ex-femme envers qui il éprouve des sentiments. Alors, il s'est rabattu sur les prostituées qui, selon ses dires, sont ses boucs émissaires. Cependant, il y a également un fond de stratégie derrière tout ça, puisque l'homme sait qu'en agressant des prostituées, il aura beaucoup moins de chances d'être capturé, et ce sont là encore une fois ses mots. Il tombe alors dans une rage frénétique, tuant sans vergogne de nombreuses femmes. Seulement, sa colère diminue quand il rencontre Judith Mawson, avec qui il reste marié 13 ans. Cette femme est parvenue à contenir le monstre qu'il avait en lui durant plusieurs années. Mais le monstre ne peut être contenu éternellement. Il finit par ressortir pour enlever des vies. Au cours de l'une de ses expéditions, Matthew ne le sait pas, mais il accompagne son père dans sa folie meurtrière. Gary fait patienter Matthew dans la voiture, pendant qu'il se rend avec une prostituée dans les bois. Lorsqu'il revient, sans la femme, son fils lui demande où elle est passée. Le père répond qu'elle est rentrée à pied alors qu'il venait de lui enlever sauvagement la vie. Une confession du tueur au policier qui fait froid dans le dos, mais démontre l'impossibilité pour Gary de contrôler ses pulsions. Pourtant, le monstre n'est pas dénué d'émotions. Au cours du procès, il finira par reconnaître qu'il regrette ses actes qui ont causé tant de douleur aux familles, dans un discours qui paraît sincère, bien que difficile à accepter pour tous ces gens. Dans les années qui suivent la condamnation de Gary Ridgway, des os continuent d'être extraits des zones boisées où le tueur de la Green River déposait ses victimes. Il est fort probable que la vérité autour du nombre de victimes soit plus proche des 80 que des 48 pour lesquels il a été condamné. Nous ne connaîtrons finalement jamais l'ampleur totale des dégâts du monstre de la Green River, mais une chose est sûre, Gary Ridgway ne sera plus jamais un danger pour personne à présent. En tout cas, pas directement, puisque certains tueurs se sont inspirés des actes sordides de Gary Ridgway pour en commettre eux également. D'ailleurs, Rafu, mon collègue et ami, a fait une vidéo sur l'un d'entre eux, Joel Rifkin. Elle se trouve en description si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à les cliquer. Voilà pour l'histoire du tueur de la Green River, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Dans la description se trouvent tous mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt, ciao.